très important avant ça de voir un avocat, de prendre des conseils. Il y a 2 types de divorce, 2 façons de divorcer, on va dire. La première, c'est à l'amiable, c'est-à-dire qu'on va aller chez un même avocat. Et ensuite, on aura la cérémonie du guet. Le divorce sera fini, donc c'est une procédure, comme vous pouvez le comprendre, qui est très courte. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Déborah Calderon, maître Déborah Calderon, avocate spécialisée en droit de la famille, en droit immobilier. Aujourd'hui, avec la fin du corona, en tout cas, on l'espère, la recrudescence des divorces, on avait eu envie de faire un point sur la procédure, comment divorcer, à quoi on s'expose. Et on va commencer tout de suite en accueillant maître Calderon par des chiffres. Bonjour Déborah. Bonjour Cathy. Ravie de vous accueillir. Alors, c'est vrai que les divorces avec la sortie du corona ont été, même pendant la période du corona, on va dire, recrudescence. Alors, contrairement à ce que l'on pense, d'accord. Contrairement à ce que l'on pense, les chiffres, il y a eu une étude qui a été faite par la Knesset, par le Merkaz Hamidah Ve'Hamachkar chez la Knesset, qui a défini qu'il y a eu 3% en moins, une baisse de 3%. Alors, j'ai dit des bêtises, non, mais voilà. Attendez. Mais il y a la violence aux femmes. Voilà. Beaucoup Alors, il y a eu augmenté. 3%, une baisse de 3% du taux des divorces. Par contre, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu 66% d'augmentation, une hausse de 66% des plaintes pour violence conjugale. C'est énorme. C'est énorme. Et 65% de plaintes pour violence sur les enfants ou adolescents. Donc c'est énorme. Évidemment, ça a été causé par les confinements répétitifs, les familles qui se retrouvent à la maison enfermées, les enfants sans école, la tension aussi qui a été causée par la situation financière, les gens qui se sont retrouvés sans travail, au chômage, les magasins fermés, les indépendants. Voilà. Il y a aussi quelque chose dont pas tout le monde ne pense, mais des difficultés qui ont été causées aux personnes déjà divorcées, en fait, qui se sont retrouvées avec une pension alimentaire à payer et pas de travail. Donc, les femmes qui ne reçoivent pas de pension alimentaire parce que le mari ne travaille plus. Les hommes, et les hommes qui sont dans l'impossibilité de la payer. En particulier chez les indépendants, parce que les salariés, ils avaient tout de même le chômage, le khalat, mais comme les on dit. indépendants n'avaient rien. Mais les indépendants, ça a été chose. très difficile. Donc, ça a causé également beaucoup de difficultés dans ces couples-là qui étaient déjà divorcés, en fait. Voilà. Bon, alors ça, c'est important de nous éclairer sur ces chiffres. On imagine que si pendant le corona, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation des divorces, on peut imaginer que maintenant, on va payer les pots cassés. Ça risque de se produire. Alors, on voudrait faire un petit point sur le divorce à l'amiable, le divorce par litige. Comment tout ça s'organise? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut divorcer? Est-ce qu'on va au tribunal civil, au tribunal rabbinique? Comment on arrête aussi une procédure si jamais on doit l'arrêter. Bref, on voudrait y voir plus clair. D'accord. Alors, on souhaite divorcer. Donc, le plus important, c'est de consulter un avocat avant de prendre toute décision. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir des conséquences si on fait les mauvaises actions après, d'accord, sur la garde des enfants, sur les pensions alimentaires, surtout. Voilà, surtout. Parfois, ce sont des situations qui sont délicates et dans lesquelles on va réagir avec les émotions plus qu'avec la raison. Et donc, c'est très important, avant ça, de voir un avocat, de prendre des conseils, chacun en fonction de son cas. En même temps, on peut comprendre qu'une femme battue peut avoir du mal à réagir avec son... Alors, quand il y a des cas, quand il y a des cas de violence, il y a des aides, il y a des administrations, des lignes rouges, comme on dit, des cavadom, qui sont là, mis en place. Il faut porter plainte à la police. Il ne faut pas rester dans sa situation. C'est très, très important. Parce que quand on arrive au divorce, on dit oui, mais j'ai été violentée. Ah oui, mais pourquoi vous n'avez jamais déposé plainte ? Il ne faut pas avoir peur, il faut aller porter plainte à la police. Il faut porter plainte, c'est très important. Après, si on veut divorcer dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une juridiction particulière ou c'est le même système pour tout le monde ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types de divorce, 2 façons de divorcer, on va dire. La première, c'est à l'amiable, c'est-à-dire qu'on va aller chez un même avocat. On n'est pas obligé d'avoir chacun son avocat, on peut aller chez un même avocat. J'imagine que dans des situations un peu compliquées comme celle-là, c'est un avocat séparé. Voilà. Alors, là, vous parlez en temps normal. D'un cas normal, on va dire un couple qui ne s'entend
plus, qui souhaitent divorcer. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre, voilà. Il y a possibilité d'aller chez un avocat, le même, ou d'avoir chacun son avocat. Les avocats vont négocier entre eux, ou les parties vont négocier entre elles, décider, se mettre d'accord sur la pension alimentaire à payer, sur le droit de garde, les droits de visite, la séparation des biens s'il y a des biens. Donc voilà, on met tout ça en place, c'est rédigé dans un accord fait par les avocats. Ensuite, cet accord, on va l'amener devant le tribunal rabbinique ou le tribunal civil. Okay. On va le faire appliquer pour qu'il soit officiel. Et ensuite, on aura la cérémonie du guet. Le divorce sera fini. Donc c'est une procédure, comme vous pouvez le comprendre, qui est très courte et qui est beaucoup moins onéreuse qu'une procédure par litige, forcément. D'accord. Et on garde la bonne entente entre le couple, c'est très important, entre les futurs ex-conjoints. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Malheureusement, non. Voilà. Malheureusement, non. On a des divorces qui sont faits, comme on dit, par litige, c'est-à-dire où c'est la guerre. Les parties ne s'entendent pas, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça peut être sur un sujet, ça peut être sur tous les sujets. Et dans ce cas-là, la démarche va être beaucoup plus compliquée. Alors comment on fait au démarrage? On sait très bien qu'il faut qu'il y ait un des deux qui ait la main, évidemment. Le premier qui dépose sa plainte, c'est lui qui risque de mener la danse. Alors est-ce que c'est toujours préjudiciable pour celui qui reçoit la plainte ou pas? Alors, la première étape, pour commencer, c'est que l'un des conjoints aille déposer sa demande à la Yechidat Asiyua. Ça s'appelle la Yechidat Asiyua. C'est une administration qui se trouve proche du tribunal rabbinique ainsi que du tribunal civil. Et on est obligé de passer par cette étape. On va déposer sa demande de divorce là-bas. Et en fait, c'est une sorte de procédure de réconciliation, si je puis dire, où les parties vont avoir un premier rendez-vous fixé avec une assistante sociale. Les avocats n'ont pas le droit d'être présents au premier rendez-vous. Ok. Et en fait, l'assistante sociale va essayer... Faut parler ou pas? Faut dire la vérité ou vaut mieux écouter et se taire? Alors... Avant le premier rendez-vous à la Yechidat Asiyua, aussi c'est important de voir avec son avocat qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais c'est vrai que le premier rendez-vous, c'est simple. Elle essaye de comprendre ce qui se passe, l'assistante sociale essaye de comprendre ce qui se passe, elle essaye de réconcilier les parties, voir s'il y a possibilité de réconciliation. Donc ce qu'on dit ne va pas être retenu contre nous? Non. D'accord. D'ailleurs, c'est interdit d'utiliser ce qui est dit au premier rendez-vous au tribunal plus tard. Donc, important de le dire. Et ensuite, elle va expliquer la procédure aux parties et elle va essayer un maximum de les faire arriver à un accord entre eux. Voilà, c'est vraiment le but de cette procédure de réconciliation, c'est de ne pas passer par les tribunaux et par un litige plus tard. À la fin de ce premier rendez-vous, on va avoir deux choix qui s'offrent à nous. Ou bien on pense qu'il y a possibilité de continuer la négociation et d'arriver à un accord. Et dans ce cas-là, on fixe un deuxième rendez-vous. On peut fixer aussi un troisième, un quatrième. Et à ces rendez-vous-là, les avocats auront le droit d'être présents. Ou alors, on décide que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'accord possible, et on arrête la procédure de réconciliation. À partir du moment où on arrête la procédure de réconciliation, le premier conjoint qui a déposé la demande à la Yechidat Asiyua aura la priorité pour déposer sa demande de divorce. Et il aura 2 semaines pour le faire. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir décider s'il souhaite que la procédure se passe au tribunal rabbinique ou au tribunal civil. Et l'autre conjoint... Alors, dans quel cas, sans parler de l'avantage du tribunal rabbinique, on a beaucoup d'idées préconçues en la matière, mais dans quel cas il est préférable d'aller au civil, ou dans quel cas il est préférable pour l'homme ou la femme, d'ailleurs, d'aller au tribunal rabbinique? Alors, le tribunal rabbinique, il va aller selon la halakha. Donc, on va avoir plusieurs avantages comme inconvénients. On va parler d'un inconvénient qui est assez fort. On va dire qu'une femme qui a trompé son mari, c'est très difficile au niveau du tribunal rabbinique. Donc, si une femme a trompé son mari, il vaut mieux tout faire pour ne pas aller au tribunal rabbinique parce que les conséquences risquent d'être... C'est pas non plus rédhibitoire. C'est pas non plus qu'on va tout enlever à la femme. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je crois la semaine dernière, il y a une nouvelle jurisprudence qui a eu lieu au Bet Mishpat Ha'Elyon, le tribunal de grande instance. Au Bet Adin Agadol, donc c'est le tribunal rabbinique de grande instance, qui a décidé qu'on n'enlevait pas les biens d'une femme parce qu'elle a trompé son mari, alors qu'à l'époque, oui, on le faisait. On pouvait dire que la femme n'a pas de droit. Les tribunaux rabbiniques disaient que la femme n'a pas de droit sur ses biens car elle a trompé son mari, d'après la halakha. Ils ont changé cela parce que ça devient de moins en moins reçu, ce genre d'idée comme quoi la femme doit être punie car elle a trompé son mari. Mais c'est vrai que ça va être plus difficile au tribunal rabbinique, au Bet Din.
Par contre, à l'inverse, certains points positifs. Déjà, il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi la femme va être désavantagée au tribunal rabbinique. Sachez que c'est faux. Ça a énormément changé. Les dayanim ont énormément évolué. Ils voient beaucoup plus maintenant l'intérêt de la famille. L'intérêt de la famille, l'intérêt de la femme. Ils s'inquiètent aussi énormément que les femmes puissent avoir tout ce dont elles ont droit après le divorce. Il y a par exemple ce qu'on appelle cheskat agil harach, c'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à 6 ans d'après la halakha doit être avec sa mère. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà, la pension alimentaire est respectée. Mais... Alors, en fait, juste pour bien comprendre, tout ce qui concerne, on va dire, le get, l'acte de divorce, c'est exclusivement le tribunal. Exclusivement au tribunal rabbinique. Il est la seule autorité à pouvoir donner le get à une femme. Par contre, tout ce qui concerne la pension alimentaire, la garde des enfants, la séparation des biens, ça, on pourra décider de le faire ou au tribunal civil ou au tribunal rabbinique, en sachant que concernant la pension alimentaire, si une des parties souhaite que ce soit fait au tribunal civil, que la procédure se déroule là-bas, on aura obligation de la suivre. C'est la seule question sur laquelle on peut se retrouver, même si la procédure a été commencée au Beit-Din. Voilà. On peut dire je refuse, je veux que ce soit au tribunal civil, et le tribunal civil va acheter son autorité au-dessus par rapport au tribunal rabbinique. Alors, puisqu'on parlait des pensions alimentaires, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de différences avec le système français, puisqu'en France, à 18 ans, il n'y a plus de pension alimentaire, plus ou moins. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, en Israël, la pension alimentaire est fixée jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Entre 18 et 21 ans, lorsque l'enfant se trouve à l'armée ou fait son shirut leumi, alors le père devra payer un tiers de la somme qui a été fixée comme pension alimentaire pour cet enfant. Et ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Donc ça, c'est une obligation. Ouais. Et si cette obligation n'est pas tenue, est-ce que le papa peut être poursuivi par la justice ? Bien sûr. Et on peut également demander vous savez, en Israël, on peut demander à ce que le bitoire leumi paye la pension alimentaire lorsque le papa ne la paye pas. Et donc, ça marche aussi aux 18 ans de l'enfant. Pour les 18 ans, entre 18 et 21 ans. Ouais. Alors, juste pour revenir sur ça, est-ce qu'il y a un plafond aujourd'hui, minimum, même si c'est apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, très compliqué de dire, de décider d'une somme. Tout dépend, j'imagine, de la famille, du travail de celui qui doit payer la pension alimentaire. Voilà. Il y a même des femmes qui payent des pensions alimentaires. D'accord. Exactement. C'est vrai qu'il y a quelques années, oui, il y avait une sorte de tableau. Les dayanim et les juges au tribunal civil fixaient une somme. Ils faisaient un vrai calcul mathématique. Aujourd'hui, ils essayent un maximum d'arrêter ça. Et alors, c'est vrai que jusqu'à 6 ans, déjà, ça va être la pension alimentaire la plus haute jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus la pension risque de baisser. Diminuer. C'est-à-dire qu'au moment où on la demande, si l'enfant a plus de 6 ans, elle va être un peu plus basse que s'il a moins de 6 ans, la pension alimentaire. Alors, c'est vrai qu'en général, on parle de 1250, c'est le minimum. 1250 shekels par enfant. Lorsque l'homme est solvable, évidemment. Si un père vient avec une fiche de paye à 5000 shekels et moins, ça va être très difficile, honnêtement. S'il y a beaucoup d'enfants dans le foyer, quand on parle de plus de 3 enfants, forcément, on ne donne pas 1250 par enfant s'il y en a 6, parce que le père a besoin de vivre aussi. C'est ça. Donc, c'est sûr que la mère aussi, mais ça va être des cas beaucoup plus difficiles. Mais il y a plein de critères qui sont pris en compte. Le train de vie que les enfants avaient avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer des enfants d'une villa avec piscine à un HLM. Les dayanim et les juges vont un maximum essayer de garder le train de vie des enfants. C'est très important. On prend en compte les revenus de la maman, les revenus du papa, les frais qu'il y a. C'est-à-dire que quand on fait une demande de divorce par litige, je rédige clairement un tableau avec les sommes exactes de tous les frais qu'il puisse y avoir, les courses, les habits, les produits d'hygiène, les écoles, les ganim, les tsaharonim. Les colonies de vacances, les vacances. Tout est pris en compte. Les chougim. Les chougim, bien sûr. Voilà, tout est pris en compte. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, on fixe un prix pour tous les frais de la vie quotidienne. Et on se partage moitié-moitié tous les frais en plus, c'est-à-dire les frais médicaux qui ne sont pas compris par la Coupat Cholim et tout ce qui est pour le chinour, l'éducation, donc la keitana d'été qui va coûter très cher et qu'on va se partager en deux, les chougim, voilà. Ok, donc il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Puisqu'on parlait de pension alimentaire, est-ce que la femme a droit à une pension alimentaire en Israël ?
Alors, il y a ce qu'on appelle les mésonotes Isha, c'est-à-dire que c'est une pension alimentaire qu'on va demander jusqu'à l'obtention du guet. Donc, c'est-à-dire qu'un couple qui s'est séparé, par exemple, la femme ne travaillait pas, n'a jamais travaillé, l'homme travaillait, d'un coup, il est parti de la maison, elle se retrouve seule. Comment elle vit? Donc, on demande ce qu'on appelle des mésonotes Isha pour pouvoir lui faire garder son train de vie, en fait. Et les mésonotes Isha, ils sont fixés dans la halakha. Le tribunal rabbinique a beaucoup plus tendance à les donner. Et voilà, pour aider la femme à vivre jusqu'à qu'elle ait son guet et qu'elle retrouve une situation. Alors justement, en France, il y a des pensions alimentaires pour la femme, même après l'obtention du divorce. Ça fait partie du jeu, on va dire, au même titre que les enfants sont prévus dans cette pension alimentaire. Il y a des pensions alimentaires pour eux, il y en a aussi pour la maman. Est-ce que ici ça aussi, ça existe. Bien sûr, ça existe. C'est pas évident, mais ça existe. Ici, on a également la Ketouba. Il faut savoir qu'il y a une somme écrite dans notre Ketouba. Et que, même quand on est au tribunal civil, on peut faire valoir... Oui, on peut, mais c'est beaucoup plus... En général, le tribunal civil va nous pousser à l'annuler, à ne pas la demander. Il faut savoir que c'est pas évident de l'obtenir. D'après la halakha, c'est uniquement dans des cas où l'homme a causé par faute, c'est-à-dire quelque chose de grave, la fin du mariage. Par exemple, une femme violentée, une femme physiquement ou moralement. C'est-à-dire que lorsque l'homme a un peu, entre guillemets, si je puis dire, gâché la vie de la femme, dans des cas extrêmes, alors la femme pourra demander sa ketouba en fait en dédommagement. C'est un dédommagement. Alors, est-ce qu'il y a, on va terminer comme ça, est-ce qu'il y a des motivations, des raisons qui font qu'on va porter plainte en tout cas déposer une plainte devant le tribunal civil? Alors, l'homme, c'est vrai que ces dernières années, le tribunal civil veut donner beaucoup plus de droits aux hommes. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ces idées reçues que l'homme ne peut pas s'occuper d'un bébé ou d'un enfant de moins de 6 ans, qu'il en est moins capable. Ils veulent un maximum donner des droits à l'homme. Et donc, le tribunal civil va avoir tendance, quand l'homme demande la garde partagée, il va souvent la recevoir au tribunal civil. Beaucoup plus qu'au tribunal rabbinique. Au tribunal rabbinique, en dessous de 6 ans, c'est quasi automatique, les enfants vont chez la femme. Et après, ça dépend. Après, ça dépend. Après, lorsque l'homme demande et qu'il prouve qu'il est capable de s'occuper des enfants, c'est-à-dire qu'il aménage ses horaires de travail, un homme qui finit à 20h et qui demande la garde partagée, c'est difficile. Les enfants sont là tôt en Israël. Donc, mais s'il prouve qu'il est capable, alors aussi. Mais c'est vrai que le tribunal civil va avoir beaucoup plus tendance à la donner. Aussi, comme j'ai dit, le tribunal civil va avoir tendance à dire, la ketouba, laisse tomber, c'est pas la peine. Voilà. Mais c'est vraiment du cas par cas. Faut pas faire une généralité de ce que je dis. Chaque cas est différent. Et pour chaque cas, c'est important de consulter un avocat pour savoir quelle est la meilleure démarche à suivre. Bon, écoutez, nous on était ravis de faire un petit point avec vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous vous appelez Maître Déborah Calderon. Vous travaillez à Natania. Voilà, vous avez un cabinet, on peut vous joindre là-bas. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Merci pour vos explications claires et on vous dit à très bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.